Alors, le genou. Pour le genou, on va faire un bilan de gravité. Donc il faut déceler s'il y a une rupture ou pas du ligament croisé antéro-externe, LCAE. Pour cela, on va faire un interrogatoire qui va se dérouler, enfin on va demander le vécu du patient, le mécanisme lésionnel et l'insomnie de la première nuit. D'abord, il faut faire des petits rappels pour les rôles du ligament croisé antéro-externe, à savoir qu'il va limiter le tiroir antérieur, le valgus du genou, notamment avec le LLI aussi, les rotations internes du tibia par rapport au fémur, et les mouvements d'hyperextension du membre inférieur. Le LCAE va être tendu en hyperextension, en hyperflexion et en rotation interne du genou lorsque le genou est fléchi. Le ligament croisé postéro-interne va juste limiter le tiroir postérieur. Donc lors de l'interrogatoire, les mécanismes de lésion, ça peut être une hyperextension, une rotation interne forcée lorsque la personne est à 20 ou 30 degrés de flexion, ou lorsqu'elle fait une rotation interne associée à un varus. Donc il va y avoir une rupture du LLE qui va augmenter le varus et donc augmenter la rotation interne. Et il va y avoir une rupture du LCAE et éventuellement une rupture du LCPI. Ça peut être aussi dû lors d'une rotation externe en flexion et valgus, ce qui va déchirer le LLI et le ménisque interne. Il va avoir un valgus plus prononcé et donc une rupture du LCAE. Donc ça arrive la plupart du temps pendant des activités sportives de contact comme le rugby ou le football ou le ski ou voilà. Et donc ça va être surtout lors de changements de direction. Donc par exemple si je vais partir vers ma droite, mon pied va rester ancré au sol et mon tibia va faire une rotation interne importante, ou lorsque je vais changer de direction pour partir vers ma gauche, mon tibia va rester en rotation externe. Je peux aussi avoir une rupture du LCAE lorsque je subis des chocs latéraux au niveau de mes genoux, un choc au niveau de la face antérieure de mon fémur, ou lorsque je me réceptionne lors d'un saut. Après, on va demander le vécu du patient. Donc, les plaintes du patient vont être essentiellement une douleur violente, un craquement, une sensation de déboîtement, une impression de patte folle, donc la patte qui ne sait plus bien se contrôler, et un gonflement qui va être immédiat ici au niveau du genou. Donc, après, on va parler de l'insomnie de la première nuit. Donc, tout d'abord, la douleur va être vraiment violente, presque syncopale. Donc, la personne vraiment peut tomber en syncope. Ensuite, la douleur va diminuer et réaugmenter. Donc, comme dit, des douleurs de type syncopal. Ensuite, la douleur va disparaître et va revenir plus tard. Ensuite, l'examen clinique de la personne va se faire d'abord par l'inspection, ensuite par la palpation et par des tests. Donc l'inspection, ça va être surtout à la recherche d'ecchymose, de gonflement, donc tout ce qui est hémorragie, qui pourrait être témoin d'une brèche capsulo-ligamentaire. Donc la palpation, on va faire d'abord le test du glaçon. Donc le test du glaçon, ça consiste en vider les cul-de-sac sous-quadricipitaux, venir pousser la rotule sur sa base et venir impacter la rotule contre le fémur. Donc s'il y a une descente qui est lente et qui remonte lentement, c'est-à-dire qu'il y a eu hémorragie. Donc s'il y a eu hémorragie, donc, ça s'appelle une hémarthrose. C'est une descente lente et voilà, une remontée qui est plus lente. Et si c'est une hydarthrose, c'est une descente qui est plus rapide et une remontée plus rapide. A savoir que l'hémarthrose chez l'adulte, elle peut être due par une rupture du ligament croisé antéro-externe, d'une fracture articulaire, une fracture ostéochondrale ou une fracture du complexe poplité, donc du tendon et du ménisque. Et si c'est chez l'enfant, donc une hémarthrose chez l'enfant, ça peut être dû à une luxation de la rotule et une fracture par arrachement des épines, donc ce qui correspond en fait, c'est l'équivalent du ligament croisé antéro-externe. Chez l'adulte. Ensuite, les tests, ça va être le Lachman-Tria et les tests de laxité latérale, donc tout ce qui est ligament latéral externe et interne, donc qui s'effectue comme ceci. Le Lachman-Tria, ça va être un contact ici osseux, donc la personne va se soulager, se détendre, va prendre le membre comme ceci avec une légère flexion, 15-20 degrés, et avoir une
prise ici, et on va faire ce mouvement ici, comme ça, donc d'impaction pour tester la laxité au niveau du ligament croisé antéro-externe. Donc, comme ceci, vers le haut. Voilà. Ça ne marche pas. Et ensuite, on va tester la laxité au niveau interne. Donc, pour ceci, on va placer un contact osseux ici et un contact osseux au niveau de la malléole interne et pousser comme ceci, donc bien en opposition de force, et pousser et casser la jambe. Voilà, comme ceci. Et ensuite du côté ici. Voilà. C'est tout. Ok, donc ici on va parler du genou traumatique, donc c'est tout ce qui est entorse du ligament latéral externe au ligament latéral interne. On va faire donc l'interrogatoire, le mécanisme lésionnel, pareil qu'avant. Donc si ça a été en varus, en valgus ou en hyperextension. L'examen clinique, ça va être une palpation douloureuse des ligaments. Le signe du glaçon qu'on a déjà écrit. Va être positif s'il y a eu d'arthrose. Et on va faire des tests de laxité latérale du genou fléchi entre 30 et 40 degrés. Que ce soit en valgus pour le LLI ou en varus pour le LLE. L'entorse du ligament croisé postéro-interne, LCPI, va se noter surtout quand on a un genou qui est fléchi, on va avoir un avalement de la TTA, c'est-à-dire que la TTA va partir en arrière et donc va disparaître. Elle peut être également mise en évidence lorsque on met le patient en flexion de hanche à 90 degrés, en tenant les genoux aussi à 90 degrés. Et ici, donc on va tenir une main et on va voir que la TTA va s'avaler, va tomber vers le bas. Et quand on demande une contraction du quadriceps, les TTA vont remonter. Voilà, donc c'est un signe qui est très spécifique et qui est pathognomonique, donc c'est-à-dire qui reproduit le mécanisme lésionnel machin. C'est un signe visuel. Il faut quand même remarquer que dans la maladie de Osgood-Schlatter, il y a une proéminence au niveau de la TTA. Donc voilà, il peut y avoir rupture et quand même avoir une TTA qui ressort. Donc il faut bien faire attention. Signe du glaçon, ok. Donc après les tests de laxité antérieure, ils vont se faire en flexion de 90 degrés du genou. Le kiné va s'asseoir sur le pied du patient. Il va saisir ici en arrière du plateau tibial. Donc bien un contact osseux, et ici au niveau de la TTA à peu près. On va demander au patient de se relâcher et on va tirer vers soi pour sentir un arrêt. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est mettre le pied en rotation interne pour tester également les PAPE, donc les PAPE, qui sont composés de 8 structures qui vont être la coque condylienne externe, la corne postérieure du ménisque externe, le ligament arqué, le ligament poplité, le tendon récurrent du demi-membraneux, le jumeau externe, le biceps fémoral et le LLE. Si on fait le même test de laxité en plaçant le pied en RE, on va analyser toutes les composantes internes qui sont 5, donc la coque condylienne interne, la corne postérieure du ménisque interne, le tendon direct et le tendon réfléchi du demi-membraneux, le jumeau interne et le faisceau du LLI, superficiel du LLI. Ensuite, on va faire des tiroirs postérieurs. Donc pareil, la même position, on va s'asseoir sur le pied du patient et on va d'abord tracter le tibia vers soi en demandant bien au patient de se relâcher, tracter et d'un seul coup venir en arrière, on sent bien. Voilà. Et donc si on veut explorer le TFL, donc une atteinte au TFL, on va faire une rotation interne, et si on veut explorer une atteinte au niveau de la patte doigt, on va faire une rotation externe. Merci beaucoup. Et bon sang chez vous. Bon. Donc ici on va parler du genou microtraumatique, donc du syndrome rotulien ou syndrome fémoro-patellaire. Donc c'est très fréquent et il y a beaucoup de diagnostics différentiels pour cette pathologie-là. Et ça peut être soit une infection dans le plan frontal, soit dans le plan sagittal. Si c'est dans le plan sagittal, on va avoir le syndrome d'engagement et une instabilité rotulienne. Et si c'est dans le plan frontal, on va avoir ce qu'on appelle un genou malacique. Dans le syndrome d'engagement, on va avoir un conflit entre la pointe de la rotule et la trochlée, en fait, et le sommet de la trochlée. Donc normalement, la pointe de la rotule va s'engager dans la trochlée entre 0 et 30 degrés de flexion.
Et ici, ça va être à partir des 30 degrés de flexion, en fait. La plainte générale, en fait, la plus commune, c'est la douleur. Donc, à la face antérieure du genou, lorsqu'on pratique des activités sportives, ou à la montée des escaliers, ou lorsqu'on est assis pendant trop longtemps. Donc, c'est ce qu'on appelle le signe du cinéma, et donc il est positif si on a une douleur à la face antérieure du genou. Le genou qui est douloureux, il est souvent accompagné d'une instabilité. Et pour déceler toutes ces douleurs et ces affections et cette instabilité, on va faire 10 tests qui sont comme suit. Donc il y a le signe du glaçon, déjà décrit. Donc pour rappel, il faut vider les cul-de-sac sous-quadricipitaux, appuyer sur la base de la rotule et ensuite avec les index, on va pousser sur la rotule vers le bas. Donc pour voir si la rotule s'enfonce ou pas. Donc si ça ne s'enfonce pas, c'est que tout va bien. Si ça s'enfonce rapidement et revient rapidement, c'est qu'il s'agit d'une hydarthrose. Et si c'est plus lent, donc si c'est plus visqueux, c'est une hémarthrose, donc une présence de sang dans l'articulation, ce qui signe une atteinte du pivot central. Donc les différents signes à partir de ce glaçon, on va avoir le rabot longitudinal. Donc le rabot longitudinal, ça va être un déplacement de la rotule longitudinalement dans son axe. Donc on va sentir des crépitements et ça va être positif à la douleur. Ensuite, on a le rabot dynamique ou ressaut, c'est-à-dire qu'on va prendre mettre la main sur le genou du patient et lui demander de faire une flexion active, et on peut sentir des crépitements sur les 30 premiers degrés et extension active, pareil. Voilà, donc si on sent des crépitements, c'est que c'est positif, ainsi qu'à la douleur. Ensuite, on a le signe de Broniski. Le signe de Broniski, ça va être prendre la pointe de la rotule en pince, avec le pouce et l'index, et on va venir faire comme ceci, donc faire une impaction de la rotule contre la trochlée. Donc ça va être positif à la douleur et on va ressentir une gêne très importante. Ensuite, le signe de Fairbanks, tu vas devoir faire le tour. Le signe de Fairbanks, ça va être comme ceci. On va mettre le genou du patient sur notre genou, le mettre en extension, comme ceci, prendre la rotule à son niveau interne, prendre appui sur contact osseux au niveau du fémur, bien tenir la rotule, dire au patient de contracter son quadriceps pour le maintenir et laisser tomber lentement le quadriceps. Donc voilà, l'excentrique du quadriceps, laisser tomber. Voilà. Et si le patient ressent de la douleur pendant qu'il fait cette descente, alors c'est positif. Ensuite, le signe de saillant, on va prendre la pointe de la rotule avec les 2 pouces, comme ceci, et on va faire des flexions-extensions du genou. Donc si on ressent des crépitements et une douleur, ça va être positif, et c'est un signe pathognomonique. Donc ça veut dire qu'il met vraiment en évidence c'est l'action qui provoque la lésion. Donc c'est comme quand on fait des flexions-extensions du genou ou dans la montée des escaliers. C'est vraiment cet engagement de la rotule dans la trochlée. Ensuite, on va avoir la percussion de la rotule. Donc on va faire une percussion de la rotule en superposant les doigts comme ceci, au niveau de la pointe de la rotule. Donc c'est positif à la douleur. On peut effectivement aussi le faire en flexion de genou, à peu près de 30 degrés. Ensuite, on va palper les faces internes et externes de la rotule. Donc on va pousser la rotule vers l'intérieur pour palper la face inféro-interne de la rotule et pousser vers le dehors pour palper la face inféro-externe. Ensuite, on va tester l'hypoextensibilité du quadriceps. Donc on va placer le patient en débord de table. Voilà. On place le patient en débord de table. On amène un genou comme ceci que le patient doit tenir. Voilà, pour bien effacer la lordose ici. Et on va laisser fléchir le genou. Bon, normalement, la personne doit être bien au bord de la table, tant pis. Mais il doit fléchir le genou, laisser tomber le genou. Et si l'angle entre le fémur et le tibia est inférieur à 75 degrés, c'est que c'est bon. À 45 degrés, pardon, je me suis trompé. Ensuite, on va faire une contraction résistée du quadriceps, donc tu vas t'asseoir. Donc une contraction résistée du quadriceps. On va s'asseoir sur le côté comme ceci, mettre la jambe comme ça pour faire un travail du fessier. Et on va demander une contraction du quadriceps.
Et donc on doit avoir une douleur et des crépitements entre 0 et 30 degrés. Voilà, il n'y a rien, donc c'est négatif. Sur ce sujet-là, là on va tester l'amyotrophie du vaste interne qui est très importante puisque c'est un muscle stabilisateur du genou, donc c'est un muscle phasique. Donc pour le tester, on va faire un quadriceps drill. Donc on va placer le poing sous la rotule et demander une contraction du quadriceps. On va demander d'enfoncer le poing dans la table, donc en contractant les ischios, et en même temps en faisant une flexion dorsale. Donc voilà, quand le patient fait ça, on va venir, bon, sur une table normalement, vas-y fais-le, on va venir descendre ici au niveau de la cheville, pour voir si l'articulation se casse, mais se fléchit. Si l'articulation se fléchit, c'est qu'il y a une amyotrophie, une perte de force au niveau du vaste interne. Et j'ai fini. Alors, le genou malassique, donc c'est une pathologie, c'est donc quand le cartilage est atteint, donc il va être atteint surtout lorsqu'il y a une chute de la personne ou quand il y a un choc, un accident direct sur le genou, donc par exemple dans les accidents de voiture, quand on a le tableau de bord qui vient cogner contre le genou. Donc c'est un conflit entre la trochlée et toute la partie qui s'articule avec la trochlée donc de la rotule. Donc on va avoir différents tests cliniques. Donc le signe du glaçon qui a déjà été répété, le signe du rabot transversal, donc c'est vraiment le membre en extension, et on va venir bouger la rotule transversalement, comme ça, pour sentir s'il y a des crépitements et une douleur. Ensuite, le rabot dynamique qui a déjà été décrit, on va venir poser la main au niveau de la rotule et demander une flexion et une extension active. Flexion, extension active, et on va sentir des crépitements ou une douleur. Ensuite, il y a la percussion de la rotule. Donc la percussion de la rotule, elle se fait en superposant deux doigts et en tapant sur la pointe de la rotule. On a déjà fait tout ça. Donc oui, ce qui va faire l'impaction de la rotule au niveau de la trochlée. Voilà, donc il faut que ce soit douloureux. Le signe de Fairbanks, ça va être le même que dans le syndrome d'engagement, sauf que la douleur, elle va apparaître au-delà de 30 degrés. Ensuite, on va faire la contraction résistée du quadriceps, comme tout à l'heure, sauf que la douleur va apparaître entre 60 et 90 degrés de flexion. Et voilà, ce qu'on peut faire aussi, c'est palper le cartilage rotulien, donc en tenant bien le membre en extension, en poussant la rotule vers l'extérieur et en palpant le cartilage rotulien. Donc il faut bien subluxer la rotule. Donc le syndrome d'engagement rotulien va souvent s'accompagner d'instabilité au niveau de la rotule, sachant que le stade ultime, ça va être une luxation de rotule, que si c'est une instabilité interne, ça va être un risque de luxation externe. Donc il faut bien faire la différence entre instabilité et laxité. Donc l'instabilité, c'est ce que va ressentir le patient lors de ses mouvements, et la laxité, c'est ce que va constater le thérapeute lorsqu'il fait ses tests sur le patient. Donc on va d'abord faire le test de hypermobilité rotulienne. Donc le sujet est en décubitus dorsale, jambe tendue, et on va juste bouger la rotule dans son axe pour voir comment elle bouge. Donc si elle bouge de trop, et pour savoir si les ailerons rotuliens sont distendus ou pas, toujours comparer avec l'autre membre pour être sûr que c'est pas unilatéral. Et ensuite, on va faire le signe de Smiley. Donc le signe de Smiley, c'est pareil que Fairbanks. Il faudrait que tu fasses le tour. Donc c'est pareil que le signe de Smiley. Pareil, on va mettre le genou du thérapeute sous le genou du patient, faire une extension, bien prendre la rotule ici, la subluxer vers l'extérieur en ayant un contact osseux-osseux. Ici, demander une extension de genou et de descendre au fur et à mesure le genou. Ici, on ne va pas regarder la douleur, mais on va regarder en fait l'appréhension du patient, s'il a peur d'aller en flexion de genou. Et voilà. Donc l'hypertorsion tibiale externe, donc pathologie du genou, c'est lorsque le tibia va être en rotation externe par rapport au fémur, donc trop vers l'extérieur. Donc il y a deux signes à faire pour déceler une hypertorsion tibiale externe, ou HTTE. Ça va être mettre le patient en décubitus dorsal, jambe tendue en extension, et on va mettre un doigt au niveau de la TTA, pas ailleurs, au niveau de la TTA, donc bien dans l'axe de la TTA, et un doigt au niveau de la base de la patella, et on regarde s'il y a un angle entre
entre les deux doigts. Ici, effectivement, c'est un peu plus vers l'extérieur, donc il y a présence d'une torsion tibiale externe. Le deuxième signe, c'est le signe de Mansa. Donc le signe de Mansa, on va demander au patient de faire une flexion maximale ici, coller le plus possible les talons aux fesses, et le thérapeute va faire une flexion dorsale de cheville, plus une ouverture comme ça des pieds. Et si l'angle entre les deux pieds est supérieur à 60 degrés, alors c'est positif, comme dans le cas présent. Voilà. Donc l'hyperpression externe de la rotule, ce qu'on va faire, c'est regarder directement le genou. On va faire une flexion du genou et on va regarder s'il y a un abaissement de la rotule vers l'extérieur. Si c'est le cas, alors les rotules vont regarder vers l'extérieur. Si c'est réductible, donc si on peut la remettre à sa place, alors ça veut dire qu'il n'y a pas de rétraction au niveau des ailerons externes de la rotule et que voilà, c'est tout. Le genou méniscal. On continue. Quels sont les rôles du ménisque? Donc ça va être la congruence, la répartition des forces, un rôle lubrifiant et stabilisateur de l'articulation. La topographie lésionnelle. Donc la topographie lésionnelle, c'est où sont les lésions au niveau du ménisque. Ça va surtout être au niveau du ménisque interne, donc la plupart du temps, et rarement au niveau du ménisque externe. Les lésions vont être surtout longitudinales, et elles vont se faire au niveau intérieur et postérieur, et inférieur. Pourquoi? Parce que souvent l'impaction se fait de bas en haut, et du coup, par hyperpression, ça fait, une fissure au niveau postéro-inférieur. Ensuite, les plaintes du patient, ça va être de l'idarthrose, une gêne et une douleur au niveau de l'articulation. On va avoir un blocage qui va partir après quelques heures. On va avoir notamment une amyotrophie du vaste interne et des petits signes d'instabilité au niveau de l'articulation. Ensuite, on a différents signes cliniques. Donc, on a le glaçon, qu'on a déjà vu, je ne vais pas le répéter. Le signe de Houdard ou cri méniscal. Donc, ce qu'on va faire, c'est fléchir le genou et venir chercher l'interligne articulaire. Et on peut venir palper ici les ménisques, donc juste à la face antérieure, de part et d'autre du ligament rotulien. Et donc ça c'est le signe de Houdard. Pour que ce soit le cri méniscal, c'est pareil, sauf que on va faire une extension passive tout en maintenant, ça craque, la pression. Et si le patient crie, d'où cri, si elle crie, c'est que c'est positif. Ensuite, on a McMurray modifié, c'est effacé, appelé ou grinding test. Donc le signe de appelé ou grinding test, on va coucher le patient en ventral. Un coup mon fort. Alors, on va faire une flexion de genou à 90 degrés et flexion tibiale comme ça. On va empaumer le calcanéum avec la main qui le bloque, en se mettant comme ça. Et on va venir poser notre SRO sur notre main, comme ceci, en veillant à ne pas partir donc, sur les côtés comme ça. Voilà, ne pas partir comme ça, donc bien rester dans l'axe, bien appuyer. Normalement, il faut être debout et laisser le poids de son corps. Donc bien aller dans l'articulation et on va effectuer des rotations externes et des rotations internes de l'articulation. Donc lorsqu'on fait des rotations internes, on va mettre en évidence des douleurs au niveau du ménisque externe, et lorsqu'on fait des rotations externes, on va mettre en évidence des lésions au niveau du ménisque interne. Donc c'est l'opposé. Ensuite, le test de Judet-Genetti, on va mettre le patient en débord de table. Bien. Donc tu vas mettre juste tes rotules en débord de table. Voilà, on met juste les rotules en débord de table pour pas qu'il y ait une gêne au niveau de la table. Voilà. Et on va observer s'il y a un flexum au niveau du genou. Donc imaginons qu'il y a un flexum. Donc il faut faire attention, ça pourrait être une rétraction au niveau des ischios. Voilà, donc il faudrait pousser pour voir si l'arrêt est dur ou s'il est mou. Il faut faire attention à la rotation des membres. Voilà. Tu peux te recoucher sur le dos. Donc le signe de Cabot, ça va être, on va étendre les deux genoux. Voilà. Et on va demander au patient de suivre la ligne de son tibia avec son talon.
tout en maintenant une rotation interne ici, voilà, et tu vas essayer d'aller jusqu'au bout. Voilà. Si la personne présente des douleurs ou qu'il est incapable de finir le mouvement, alors le test est positif. Ça, c'est le signe de cabot. Et nous avons fini. Yes.